Merci, Étienne. Monsieur le directeur, madame la inspectrice, monsieur l'inspecteur, mesdames et messieurs les enseignants, ravi évidemment d'être ici avec vous pour cet après-midi. Chaque fois que je rentre dans un établissement agricole, je pense évidemment aux premières visites que j'ai pu faire en tant que recteur dans ce type d'établissement, et je garde un souvenir ému de la première fois où j'ai pu partager un petit taillard. C'était dans un lycée agricole à La Réunion. Mais enfin, on n'est pas ici pour parler des goûts gastronomiques, mais plutôt du label Génération 2024, de ses enjeux, de son histoire aussi. Merci de donner l'occasion de rassembler un certain nombre d'éléments que je vais présenter ici et là en un coup que j'espère à peu près cohérent, et de vous livrer cette genèse jusqu'aux perspectives qu'offre aujourd'hui le label, alors que nous sommes officiellement rentrés dans l'Olympiade 2024 depuis la clôture des Jeux paralympiques de Tokyo il y a quelques jours. J'irai à l'intérêt, en effet, du label pour les établissements, puisque c'est souvent une question qui m'est posée, qui vous est posée aussi, et ça devrait constituer pour vous autant d'éléments de langage, éventuellement, pour pouvoir y répondre ou les critiquer, parce qu'on aura évidemment un échange tout à l'heure sur ces points. Commençons par les débuts officiels du label. C'était le 27 septembre 2017, à l'occasion précisément de la 8e journée nationale du sport scolaire, à l'endroit où les ministres se sont rassemblés pour une opération de communication nationale. Et à cette occasion, donc, c'était au contexte Jules Ladoumègue à Paris, ils ont lancé un appel à projet intitulé Labellisation Génération 2024. Cela concernait alors les écoles et les établissements scolaires, sachant que ce label, cette opération a été annoncée simultanément par la ministre des Sports, qui était alors Laura Flessel, et le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, qui était déjà Jean-Michel Blanquer. Cette annonce, le 27 septembre, s'inscrit dans la suite immédiate de la décision du Comité international olympique, 2 semaines plus tôt, à Lima, de faire de la capitale française la ville hôte des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques à l'été 2024. Et si les deux ministres l'annoncent ainsi, c'est parce qu'ils voyaient le label, dès ce moment, comme l'une des briques de l'héritage de ces Jeux olympiques et des Jeux paralympiques, l'une des contributions de ces deux ministères à ce qui devait rester au-delà de 2024, au-delà des Jeux. Tout ça a d'ailleurs été rassemblé ultérieurement dans différents documents signés du Premier ministre et constitutifs du plan héritage de l'État. Mais en fait, l'idée du label est antérieure. Ce n'est pas entre le 13 septembre et le 27 septembre que les deux ministres se sont dit qu'on va lancer un label. Elle prend probablement sa source dans l'analyse des stratégies d'héritage mises en œuvre en Angleterre à l'occasion des Jeux de Londres en 2012. Le comité d'organisation et le gouvernement britannique avaient alors développé un autre label, Inspire, pour dynamiser le sport dans l'ensemble du Royaume-Uni sous la forme d'un appel à projet ayant finalement généré, c'est intéressant d'avoir le chiffre, 2713 projets. On est à plus de 5000 labels. Toutefois, ce label ne concernait pas spécifiquement les établissements scolaires. Il ne ciblait pas davantage la jeunesse en particulier, même si ce n'était pas interdit. Et si les autorités olympiques et gouvernementales ont encensé les effets du dispositif, en s'appuyant sur des enquêtes ultérieures, les résultats ont été ultérieurement relativisés par les chercheurs, ceux qui n'étaient pas engagés aux côtés ni du ministère britannique, ni du COJO britannique, qui avait un regard plus extérieur. L'expérience britannique était néanmoins sans doute dans les esprits des rédacteurs du rapport d'opportunité qui, autour de Bernard Lapasset, président alors du Comité français du sport international, ont conclu en février 2015 à l'intérêt stratégique d'une nouvelle candidature parisienne au JOP 2024, après les échecs successifs de, vous vous souvenez, 1992, 2008 et 2012. Et dans ce rapport d'opportunité, déjà, le terme de génération 2024 apparaît à plusieurs reprises.
Je pense qu'il est ici en fait des échanges qui ont eu lieu dans les ateliers et les groupes de travail mis en place quelques mois plus tôt, au moment où les premières analyses de l'héritage londonien commençaient à être connues. On lit par exemple que, cite, les membres du groupe de travail ont souligné l'importance de placer les jeunes au centre du projet, de sa conception à sa mise en œuvre, en passant par sa promotion. La génération 2024 pourrait être totalement mobilisée autour des jeux pendant près de 10 ans. Ce n'est qu'un exemple, mais il y en a plusieurs dans les textes. Et puis le terme revient dans les déclarations de tous les responsables, surtout lors de l'annonce de la candidature de Paris aux Jeux 2024. C'était à l'occasion de la journée olympique du 23 juin 2015 dans les locaux du CNOSF à Paris. Et après la cérémonie, à quelques centaines de mètres de là, 150 enfants ont dessiné les mots « Paris, génération 2024 » avec des panneaux pour la photo symbole de la journée qui a été reprise dans la presse. Et dans les mois qui ont suivi, la formule a été reprise avec ce même double statut de cible, la génération 2024, on va essayer de faire des choses pour elle, et de slogan. Et on l'a retrouvé dans toutes les versions successives du projet de candidature. Le début de l'année 2017 voit cependant apparaître 3 usages complémentaires. Et ça explique sans doute quelques confusions aujourd'hui, ce qui m'a amené à faire le choix de passer par ce détour historique. D'abord, le concept de génération 2024 est une marque. C'est une marque déposée, enregistrée à l'INPI, l'Institut national de la protection industrielle, le 28 mars 2017. Elle a été enregistrée, cette marque, par le GIP Paris 2024. C'est l'instance qui a préfiguré, qui est en charge du dossier de candidature et dont en fait les principaux responsables ont préfiguré le comité d'organisation. Ce statut confère à la suite au COJO un droit de propriété intellectuelle sur la formule et sur son usage, qu'il soit commercial ou non. Et c'est un peu compliqué parce que le COJO est lui-même lié au Comité international olympique, donc ils ne font pas ce qu'ils veulent avec ce concept. Ça nous amène à croiser le fer régulièrement sur ce qu'on peut y faire, nous, État, alors qu'eux-mêmes ont des comptes à rendre au CIO. C'est à ce titre qu'une charte a été négociée entre Paris 2024 et le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, et celui des sports à cette époque, qui n'avait pas encore fusionné, qui a débouché sur des restrictions relatives aux possibilités d'utiliser le terme dans la communication. Pourquoi? Parce que Paris 2024, et derrière c'est le CIO, souhaite réduire les risques de ce qu'on appelle l'embouche marketing, c'est-à-dire les usages d'une marque qui échappent au contrôle juridique et commercial des autorités olympiques. Ça, c'est le premier sens, et vous voyez qu'il est important. Le deuxième sens, c'est le nom d'un programme éducatif, celui du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, Paris 2024. Le COJO a défini un ensemble de mesures qu'il présente sous un chapeau qui s'appelle Génération 2024. Donc là aussi, certaines confusions parce que dans l'usage du logo, dans la communication elle-même, dans certaines actions, on ne sait plus qui fait quoi. Et moi, je reçois parfois certains courriers parce que ça relève de Génération 2024 qui ne s'adresse pas du tout à l'État et qui s'adresse en réalité au COJO parce que c'est le titre générique de l'ensemble des actions relevant ou concrétisant la construction de l'héritage éducatif des Jeux de 2024, côté comité d'organisation. Enfin, Génération 2024, c'est le nom d'un label officialisé, je vous le disais, en tant que tel, pour la première fois. Alors, un peu avant, en mars 2017, dans un premier document où l'État a voulu expliciter son engagement à accompagner la candidature, mais aussi en septembre 2017, lors de la JLSS, lorsque les deux ministres l'ont présenté. L'objectif
princeps du label est de soutenir le développement de la pratique sportive chez les jeunes. C'est une forme d'héritage qu'on retrouve classiquement, en tout cas depuis Londres, que les grands événements sportifs aient un effet sur, plus généralement, la pratique, l'ensemble des pratiques physiques et sportives à l'échelle du pays. Et pour ce qui concerne l'éducation nationale, les sports, mais aussi, on va le voir, l'agriculture, c'est la cible jeunesse qui était envisagée. Donc rien de très original, en définitive, au regard de l'histoire des Jeux Olympiques, dans une période récente, mais sans doute la forme qu'a prise le label est-elle plus originale que ce qu'on a vu à Londres, que ce qu'on a vu à Rio ou à Pékin. D'abord parce que cette manière de construire l'héritage est mise par les autorités de l'État dès le départ devant plusieurs autres mesures. Si vous prenez les 170 mesures constitutives du plan héritage, le label Génération 2024 est dans le top 3. C'est pas la 170e, c'est dès le départ quelque chose qui est perçu comme fondamental au plus haut niveau de l'État. Dans ce cadre, des éléments d'évaluation sont précisés. On pense que l'effet mesurable du label doit se traduire par un recul du décrochage sportif, et on sait qu'il est notamment visible dans le passage CM2 6e, puis dans le passage collège-lycée, et puis ensuite à la sortie du lycée, pour des raisons qui sont en partie connues. Cet effet mesurable doit se traduire par un recul du décrochage, par une augmentation des taux de pratique dans les différentes tranches d'âge. Alors là, ça devient méthodologiquement tout de suite un peu plus compliqué parce que quand on a pensé ça en 2017-2018, les Jeux sont en 2024. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un suivi de cohorte. On compare la génération 2017 qui est par exemple en CN2 avec les mêmes CN2, une autre cohorte en 2024, et ça pose un certain nombre de questions. Mais on dispose depuis 2017 d'un outil assez précieux. Il faut remercier le ministère des Sports pour cela, parce que tous les 2 ans, un baromètre est réalisé qui nous permet d'avoir une vision assez précise des taux de pratique sportive dans l'ensemble de la population française. Et même si les auteurs du rapport qui a lieu tous les 2 ans ne communiquent pas dessus, sur toutes les tranches d'âge, moi je demande une extraction particulière pour les tranches d'âge les plus faibles, les plus jeunes, pardon. Ce qui me permet d'avoir un suivi assez intéressant sur les tranches d'âge scolarisées. Ça nous permet de mesurer, si tant est qu'on puisse faire une relation significative entre le déploiement du label et l'augmentation des taux de pratique, parce que, évidemment, sur ce genre de choses, il y a différentes actions qui doivent rentrer en ligne de compte. À son lancement, à la rentrée de 2017, le label est logiquement porté à la fois par l'éducation nationale et par la jeunesse et les sports. Les 2 ministres sont là, mais ils ont été rapidement rejoints, d'une part par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, puis ultérieurement par l'enseignement supérieur, mais aussi par les affaires étrangères avec le réseau de l'AEFE, le réseau des établissements français à l'étranger. Et cela va aller jusqu'à cette rentrée avec l'accord du cabinet d'Olivier Véran pour que les établissements médico-sociaux soient éligibles pleinement, même si d'ores et déjà on a quelques ESMS qui sont impliqués. Ça, c'est officiel, on devrait faire partir la campagne dans les prochains jours. Sur cette base, un premier cahier des charges avait été défini dans des délais extrêmement courts, sur commande ferme des ministres en octobre 2017. Et ce premier cahier des charges a dû être reprécisé quelques mois plus tard, en courant 2018, parce que sa rédaction avait sans doute été trop rapide pour prendre en compte l'ensemble des demandes des partenaires. On se fera des passerelles entre le monde scolaire et le monde sportif, sans mettre le monde sportif dans la boucle. C'est diplomatiquement un peu compliqué, un peu sensible. On
on invitait les collectivités à participer, mais elles n'avaient jamais été invitées autour de la table. Voilà, il a fallu rectifier un certain nombre de choses sur une deuxième version du cahier des charges à partir de 2018. Il convenait aussi d'adapter davantage le texte aux spécificités du premier degré, parce que la première écriture avait été faite avec une logique très second degré, qui rendait quasiment inéligibles les écoles, qui constituent pourtant le plus grand nombre d'instances labellisables. On avait souhaité illustrer aussi les spécificités de l'AEFE, parce que là encore, ça supposait peut-être une approche un peu différente. Et puis, on a eu, dans la deuxième rédaction, des commandes de Matignon, de l'Élysée, de différents ministres, pour que soient mieux explicitées certaines cibles prioritaires, par exemple les enfants relevant des migrants, les jeunes migrants allophones, par exemple les enfants en situation de handicap, etc., etc. Donc on a rédigé un deuxième cahier des charges tenant compte de tout cela, sur fond de réorganisation des services de l'État en région, la loi OTE, la fusion, ou plutôt le rapprochement des services jeunesse et sport au sein des rectorats régionaux et puis les services départementaux au sein des SDEN. Donc tout ça a obligé à revoir à la fois les formulations et puis certains points néanmoins. Néanmoins, malgré ces ajustements, le cahier des charges est resté organisé de façon assez similaire depuis 2017, autour de 4 volets que vous avez à l'écran et que vous connaissez. Le développement de projets structurants, d'abord, si possible, donnant lieu à convention entre l'établissement et un ou des clubs du territoire, parce que l'idée, c'est bien qu'après 2024, il se passe quelque chose, et si on a construit, si on a signé une convention, il y a quand même de fortes chances que la convention ne s'arrête pas brutalement le 8 septembre 2024. Voilà, donc ça donne quand même quelques garanties. Le deuxième axe, c'est la participation à des événements promotionnels, olympiques et paralympiques, ou sportifs plus généralement, qu'ils soient pérennes dans l'année. On a beaucoup d'exemples dans l'enseignement agricole, ou qu'ils soient ponctuels. Et il y a 3 temps forts qui sont explicités dans le cahier des charges. D'une part, la Journée nationale du sport scolaire, on a travaillé avec l'UCEP, l'UXEL et l'LSS. D'autre part, la Semaine olympique et paralympique. Il n'a pas attendu 2017, enfin janvier, février 2018 pour naître, parce qu'elle avait connu antérieurement 2 éditions. Et puis la Journée olympique du 23 juin, donc 3 temps forts qui constituent des temps de passage obligés, théoriquement, pour les labelliser. Le troisième axe, c'est l'accompagnement des sportifs de haut niveau, qui depuis a été recadré par une inspection interministérielle sport et l'éducation nationale. Je me demande même s'il n'y a pas l'enseignement agricole dedans. C'était en novembre 2020. Je pense qu'elle a été co-signée aussi par l'agriculture. Et puis le quatrième axe est relatif à l'ouverture des équipements sportifs en direction des clubs du territoire. C'est un axe qui concerne en réalité peu d'établissements, parce que c'est laissé penser que les installations sont vides dans les établissements scolaires, pas vraiment conforme à ce qu'on connaît quand on se balade un peu dans ces établissements. Mais c'est un point qui est intégré dans le projet de loi sur le sport, et une instruction a été passée par ailleurs pour identifier et favoriser les conventions entre établissements et collectivités et clubs sur l'usage des équipements. Je voudrais juste à ce stade faire un petit zoom sur ce temps fort de la SOP, parce que je sais que dans l'enseignement agricole, c'est souvent un moment fort des établissements labellisés. D'abord, pour vous dire que théoriquement, c'est un moment de communication. Ça ne veut pas dire que ça signifie que tout ne se fait pas pendant une semaine, mais c'est un moment où on rend visible souvent des choses qui ont commencé dès la rentrée, qui se poursuivront au-delà. Mais c'est donc un temps intéressant pour la communication, la visibilité, même si en plus on peut offrir aux élèves des choses qu'ils ne font pas d'ordinaire. Cette semaine olympique et paralympique, elle vise plus particulièrement, vous le voyez à l'écran, à sensibiliser aux valeurs de l'olympisme, à utiliser le sport comme outil pédagogique dans toutes les disciplines, pas seulement
naturellement en EPS, et puis à ouvrir sur le paralympisme en particulier. La première édition s'est déroulée, depuis la candidature, avant même la candidature, s'est déroulée en janvier 2017. C'était pour soutenir la candidature de Paris. À cette époque, on était à 90 projets, 22 000 jeunes. Et puis, vous voyez, on prépare la SOT 2022. Et depuis, le nombre de projets, le nombre d'élèves mobilisés n'a fait que croître. On en est à un demi-million d'élèves et plusieurs milliers d'établissements. Avec une originalité depuis 2019, c'est l'apparition, en plus des grands objectifs cités plus haut sur l'écran, d'une thématique, d'un fil rouge. Ce fut d'abord la mixité en 2019, puis l'interculturalité en 2020. La santé s'imposait en 2021 compte tenu du contexte, et en 2022, là aussi le contexte l'y invite, ce sera l'environnement. Ce sont des occasions en fait, d'accompagner sur ces thématiques les établissements et de produire de la ressource pédagogique, localement, nationalement, et de la mettre à disposition. La première édition a été organisée par l'Éducation nationale. Depuis que Paris a les Jeux et que Peugeot s'est mis en place, cette mise en œuvre est très largement reprise par le comité d'organisation, mais en partenariat avec l'État, avec différents ministères, puisque la SOT désormais va au-delà du seul milieu scolaire. Le label est obtenu, là aussi théoriquement, pour 3 années. Alors, on arrive à cette rentrée 2021 à un temps intéressant, puisque c'est la période des renouvellements. Et on a tous les cas de figure, des établissements qui nous disent bon, on n'a pas bien vu ce que ça nous a amené. Hein. On espérait plein de choses, mais on n'a pas vu. Donc, on ne renouvelle pas. D'autres qui sont rentrés dans la dynamique, qui se sont mobilisés, qui ont pu récupérer d'ailleurs des ressources financières ou autres, et qui ont redéposé un dossier. Donc on a vraiment tous les cas de figure, 1 sur 2 à peu près. Les ministres ont fixé un objectif ambitieux de 20% de l'ensemble des établissements, des écoles et établissements à labelliser d'ici 2024. Mettons à part les maternelles qui ne peuvent pas répondre à 3 items sur 4 du cahier des charges. Il n'y a pas de sportif de haut niveau, il n'y a pas d'installation intramuros, des conventions avec des clubs pour les moins de 6 ans, c'est un peu trop contraignant. Donc il restait que le deuxième acte. Donc on écarte les maternelles. Ça nous fait très précisément 9 834 écoles et établissements comme cible à décliner évidemment au regard des 31 académies. Dès le départ du dispositif, il a été demandé à chaque recteur et à chaque directeur régional de la jeunesse, sport et cohésion sociale de nommer, chacun dans leur secteur, un référent génération 2024. De façon à suivre le dossier, à conseiller le recteur d'un côté, le directeur régional jeunesse et sport de l'autre. Et puis, au niveau national, le portage du dossier m'a été confié en février 2018. J'étais alors recteur de Rennes, et avec un statut de délégué ministériel au JOP, à la fois pour l'éducation nationale et pour l'enseignement supérieur, mais avec pour mission de travailler en interministérialité avec l'ensemble des ministères. Pourquoi l'ensemble des ministères? Parce que quasiment au même moment, Édouard Philippe a passé commande à tous les ministères qui avaient quelque chose à voir avec les Jeux olympiques et paralympiques de désigner un porteur de projet. Et donc, il y a à l'agriculture, comme à la culture, comme à Bercy, etc., madame, monsieur Jop. Toutes ces personnes, une par ministère, étant réunies autour d'un délégué interministériel, peut-être la conclusion de tout à l'heure, qui au départ était Jean Castex, qui a été appelé à d'autres fonctions, et qui a cédé sa place au préfet Michel Cadot, qui est aujourd'hui donc le délégué interministériel, outre sa casquette de patron de l'Agence nationale du sport.
Michel Cadot rend compte de ce dossier à Matignon. Il coordonne l'ensemble des référents nationaux par ministère, quel que soit leur statut. On n'est que 3 ministères avec l'enseignement supérieur à avoir un délégué ministériel. Pour les autres ministères, ce sont des statuts différents. Et l'ensemble de ce petit monde est réuni régulièrement dans un comité de coordination, de façon à ce que l'État ne parle que d'une seule voix face aux principaux partenaires que sont, d'un côté, le COJO Paris 2024, de l'autre, la Solidéo, la société de livraison des ouvrages olympiques, qui est en charge de la préparation physique, matérielle des infrastructures destinées à l'accueil des sportifs et des délégations, plus généralement, à l'été 2024. Pour l'agriculture, sauf erreur, officiellement, en tout cas dans le journal officiel, c'est Philippe Lérillon, qui est le monsieur Job 2024 au comité de coordination, présidé par le préfet Cadot. Mais l'agriculture a son propre référent national pour la mise en œuvre de toute cette politique, en la personne d'Étienne, ici, qui à la fois coordonne et anime le réseau. D'où notre présence à tous ici. Au niveau local, des comités de pilotage Génération 2024 ont été rapidement installés à la demande des ministres dans chaque académie, avec initialement une coprésidence recteur-directeur régional jeunesse et sport, devenu un peu plus complexe depuis la fusion des ministères et la transformation des directeurs régionaux en RAGES, qui sont désormais des conseillers des recteurs, donc c'est difficile d'avoir une coprésidence avec le recteur et un conseiller. Normalement, si on suit la logique administrative, il n'y a plus que les recteurs. Ma demande à mes collègues recteurs a été, dès lors qu'il y a de l'enseignement agricole ou d'autres ministères dans telle ou telle académie, d'inclure parmi les membres un représentant de DRAF ou un représentant, en tout cas, de l'enseignement agricole. Et on trouve dans ces comités locaux des représentants de l'UNSS, de l'UXEL, de la FFSU, parfois des représentants des parents, des familles, les collectivités. J'ai participé à beaucoup de copiles académiques dans quasiment toute la France. On a tous les cas de figure, toutes les configurations. On a des copiles à 50, on a des copiles à 15. Le copil de Paris, on a le ministre des Sports qui s'y déplace régulièrement. À Créteil, on a très souvent le président du département. Dans d'autres, ce n'est pas ce niveau de représentation, mais ça reste toujours un haut niveau de représentation et donc des possibilités décisionnelles importantes sur ces sujets. Ça permet aussi d'informer quand même les plus hautes autorités au niveau des régions, des académies, sur ce domaine, ce qui n'était pas gagné au départ. Pour l'enseignement supérieur, pour l'enseignement supérieur, la labellisation est attribuée par un comité national cette fois-ci. Il y a juste une information qui est faite au niveau académique, mais c'est traité par un comité ad hoc que je préside, avec les différents partenaires, GNDS, le CNESF, le CPSF, les grandes écoles, la CPU, la MESTAPS, etc., etc. Les 31 référents Génération 2024, un par académie, et les 17 référents Génération 2024, côté jeunesse et sport, un RAGES, sont réunis, en principe 2 fois par an, pour travailler sur le dispositif. On s'était réunis d'ailleurs une fois dans les locaux du ministère de l'Agriculture, parce que symboliquement c'était important. À cette occasion, des représentants d'enseignement agricole sont systématiquement invités, tout comme ceux des principaux partenaires, Paris 2024, Comité olympique, etc., etc. L'évaluation du label sera faite en 2024-2025. Je m'étais refusé à
charger la barre, c'est-à-dire à demander chaque année aux équipes pédagogiques à constituer un recueil de tout ce qui s'était fait chaque année. Je savais que ce serait un facteur de résistance qui s'opposerait à la mobilisation. Si on demandait trop, donc j'avais dit qu'on attendrait les renouvellements. Donc là, on commence à avoir, à l'occasion des renouvellements de labels, des données plus qualitatives sur les projets. Et puis on aura une enquête plus lourde seulement en 2024 pour des analyses en 2024-2025.